Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du trouble développemental de la coordination, le TDC, le TIC et on va parler aussi du syndrome de Gilles de la Tourette qu'on appelle le SGT. Le but de la vidéo est de mieux comprendre le trouble développemental de la coordination, du tic et du syndrome de Gilles de la Tourette. Premièrement, nous allons parler du TDC et ensuite des tics et du SGT. Pour chaque pathologie, nous allons voir la catégorie diagnostique, l'épidémiologie, l'étiologie, les critères diagnostiques, les manifestations cliniques, la démarche diagnostique et finalement les approches thérapeutiques. Maintenant, on va parler du trouble développemental de la coordination qu'on appelle aussi le TDC. Donc, la catégorie diagnostique de ce trouble-là est vraiment un trouble neurodéveloppemental et plus précisément un trouble moteur. Maintenant, nous allons parler de l'épidémiologie du TDC. Donc, il est possible de voir que 5 à 6 des enfants sont touchés, ce qui correspond à 40 000 enfants canadiens. Mais il est important de noter que ce trouble-là est sous-diagnostiqué. Alors, il y aurait vraiment beaucoup plus que 5 à 6 des enfants qui seraient touchés. Ou sinon, les garçons sont 1,7 à 2,8 fois plus touchés que les filles pour ce trouble-là. Puis, au niveau d'une étude qui a été faite sur les enfants âgés de 7 ans, l'étude a montré qu'il y avait environ 1,8% des enfants qui auraient un TDC sévère et 3% qui auraient un TDC probable, ce qui montrait que ce trouble-là est vraiment sous-diagnostiqué. Maintenant, nous allons parler de l'étiologie. Donc, pour commencer, on va voir les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque peuvent avoir les enfants à très faible poids à la naissance, donc en bas de 1500 grammes, des enfants qui sont prématurés, donc en bas de 32 semaines, des enfants avec un poids insuffisant pour l'âge gestionnel, un début de la marche autonome qui est retardé, donc plus grand ou égal à 15 mois, et l'exposition postnatale aux stéroïdes. Ou sinon, au niveau des causes, sont encore très indéterminées. Il y a plusieurs études qui sont faites, mais ça reste vraiment des hypothèses. Donc, on pourrait avoir un déficit de traitement de l'information. Donc, par exemple, le cerveau n'arriverait pas à traiter comme il faut une information sensorielle qui viendrait jusqu'au cerveau. Puis, il y aurait sinon des problèmes de synchronisation. Donc, ça serait quand que les différentes parties du cerveau ne se synchronisent pas. Donc, par exemple, si on a une information visuelle qui vient dans le cerveau et ensuite un contrôle moteur qui veut se faire par rapport à cette perception visuelle-là, eh bien, ça va pas se synchroniser. Et ensuite, il y aurait peut-être la cause des facteurs génétiques. Donc, il existe 4 critères diagnostiques pour le TDC. Le premier, c'est que l'acquisition et l'exécution d'habiletés motrices coordonnées sont vraiment inférieures à ce qui est attendu selon l'âge de l'enfant, selon les occasions d'apprentissage et selon l'utilisation fréquente ou non de ces habiletés-là. Le deuxième critère, c'est que les déficits nommés précédemment doivent avoir des impacts significatifs sur le fonctionnement de l'enfant dans les activités de la vie quotidienne, comme l'habillement, les soins personnels et le rendement scolaire. Le troisième critère, c'est que l'apparition des symptômes doit se situer durant la période développementale précoce. Puis le dernier critère, c'est que les déficits moteurs ne peuvent pas être expliqués par d'autres troubles comme une déficience intellectuelle, une déficience visuelle ou toute autre affection neurologique qui affecte les mouvements. Pour ce qui est des manifestations cliniques du TDC, tout d'abord, ça va se caractériser par des retards dans l'acquisition des apprentissages moteurs et des difficultés à transférer les apprentissages dans différents contextes, même après beaucoup d'efforts. On observe souvent un décalage entre le geste que l'enfant veut réaliser et celui qu'il accomplit réellement. Ces difficultés reflètent une atteinte cognitive pouvant toucher la perception, le traitement visuel, sensoriel, tactile ou kinesthésique, l'intégration multisensorielle, la planification et l'organisation de la réponse motrice. Maintenant, pour ce qui est des différents types de dyspraxie, donc on a tout d'abord celle visio-spatiale, donc celle qui va être liée à des dysfonctionnements dans plusieurs voies corticales. Les aires visuelles occipitales traitent les formes, les couleurs et les mouvements. Si elles sont altérées, l'enfant peut mal percevoir les objets et leur déplacement. La voie dorsale occipito-pariétale, elle, permet de localiser les objets dans l'espace et de coordonner les mouvements. Un déficit dans cette voie peut affecter l'écriture, la construction de figures ou la reproduction de formes en 2D et 3D. Le cortex occipito-pariétal intègre ces informations avec d'autres sens et planifie la réponse motrice.
Lorsqu'il est touché, les gestes deviennent maladroits, lents ou désorganisés. Ces atteintes se traduisent par des difficultés dans les activités quotidiennes, comme l'habillage, et dans les apprentissages scolaires, tels que la lecture, les mathématiques ou autres. Ensuite, nous avons la dyspraxie qui est dite idéomotrice. Donc, c'est dans cette dyspraxie que l'enfant va avoir de la difficulté à exécuter des gestes sur commande, par imitation ou symboliquement, et aussi sans manipuler les objets. Les capacités perspectives restent intactes, mais la reconnaissance des doigts va être plus difficile et la praxie digitale peut être également altérée. Et finalement, pour la dyspraxie idéatoire, l'enfant ne va pas être capable de manipuler correctement les objets, même s'il est capable de les nommer et expliquer leurs fonctions. Cela affecte la planification et tous les nouveaux apprentissages procéduraux avec des impacts sur l'alimentation, l'habillage et l'adaptation scolaire. Il existe également d'autres types de dyspraxie, mais ce sont vraiment les trois principales qu'on parle ici. La démarche diagnostique débute souvent quand les parents et les enseignants vont remarquer des délais dans l'acquisition de la motricité fine et ou globale de l'enfant. La première étape de la démarche, c'est de caractériser les symptômes, leur histoire et leur contexte pour les situer par rapport au développement de l'enfant. Il faut aussi prendre connaissance de l'historique de la famille, donc les informations sur les troubles neurologiques possibles, la situation sociale de la famille et les informations sur la grossesse et l'accouchement de la mère. Ensuite, il faut rechercher l'âge à laquelle l'enfant a atteint des étapes clés du développement, comme la station assise, la marche et la marche alternée dans les escaliers. Un examen des praxies aussi peut se faire en demandant à l'enfant d'imiter des gestes simples pour que les physiciens puissent confirmer ou non la présence d'une immaturité de la coordination. Aussi, l'évaluation clinique doit éliminer toute autre cause possible des difficultés motrices avant de considérer le trouble développemental de la coordination, comme l'indiquait le critère diagnostic D. Donc, le diagnostic différentiel, ça consiste à éliminer certaines maladies qui pourraient expliquer les manifestations cliniques de l'enfant. Dans ce cas-ci, ça pourrait être une déficience intellectuelle, une déficience visuelle, l'autisme, le TDAH, le syndrome d'hypermobilité articulaire ou tout autre trouble neurologique qui affecte le mouvement. Pour ce qui est des approches thérapeutiques du trouble développemental de la coordination, les objectifs principaux visent à renforcer la perception de soi en mouvement. Aussi, un autre objectif important est d'accroître les compétences dans la réalisation des tâches, notamment en développant des capacités cognitives pour visualiser et planifier un geste, puis d'évaluer son adéquation. Ce type d'approche a démontré une efficacité particulièrement importante. Pour atteindre ces objectifs, certains principes d'intervention doivent être considérés. La guidance parentale ainsi que les approches individuelles et de groupe permettent de renforcer l'estime de soi. Également, il est important d'agir tôt pour améliorer les habiletés motrices et la participation occupationnelle. Enfin, l'apprentissage perceptivo-moteur s'est révélé utile, tout comme les interventions orientées vers les tâches qui mettent l'accent sur la pratique spécifique de compétences. Des preuves supportent que ces stratégies améliorent la coordination, la réussite dans la poursuite des occupations et la qualité de vie. Pour appliquer ces principes concrètement, les interventions en ergothérapie et en physiothérapie sont parmi les plus aidantes. Ces thérapeutes proposent des entraînements moteurs, des stratégies compensatoires et des activités physiques. De plus, le dépistage, l'évaluation et la consultation avec les enseignants et les parents sont des moyens utilisés pour le TDC. La médication et les suppléments alimentaires en acides gras ont également démontré une efficacité. Poursuivons maintenant avec la présentation des tics et du syndrome G de la Tourette. Celui-ci appartient à la catégorie des troubles neurodéveloppementaux, plus précisément des troubles moteurs, tout comme le TDC présenté précédemment. Sur le plan épidémiologique, une prévalence de 3 à 6 des enfants sont touchés selon les études. Cependant, la prévalence des cas cliniquement évalués se situe autour de 3 pour 1000. Également, on remarque que les garçons sont plus souvent affectés que les filles, avec un ratio de 2 pour 1 à 4 pour 1. Or, il n'existe pas de différence entre les genres concernant les types de tics, l'âge d'apparition ou l'évolution du syndrome G de la Tourette. On rapporte tout de même que les femmes dont les symptômes persistent sont plus susceptibles de souffrir d'anxiété et de dépression. D'autre part, on peut observer l'évolution des symptômes en fonction des années. Il est à noter que les symptômes tendent à diminuer à l'adolescence. Ainsi, une grande majorité des adultes voient une amélioration de leurs symptômes, mais une minorité, soit 20%, continue de présenter des syndromes sévères ou persistants. Sur le plan étiologique, plusieurs hypothèses sont proposées.
La principale est le dysfonctionnement du circuit cortico-striato-thalamo-cortical qui est responsable de la régulation motrice, cognitive et émotionnelle. En effet, la voie directe, celle qui facilite l'action, est très sollicitée, alors qu'au contraire, la voie indirecte, celle qui inhibe l'action, ne l'est pas assez. Par conséquent, le thalamus stimule excessivement le cortex, ce qui entraîne des mouvements involontaires, soit les tics. Une autre hypothèse est l'asymétrie des noyaux codés. D'autre part, un trouble auto-immun appelé PANDAS qui est associé à l'apparition aiguë de tics et le symptôme obsessionnel compulsif après une infection à streptocoque groupe A. Ainsi, les anticorps s'attaqueraient à certaines composantes des noyaux gris centraux, perturbant encore le circuit CSTC. Enfin, plusieurs facteurs de risque peuvent être liés au SGT, tels que ceux présentés dans cette diapositive. Il est à noter que les tics sont aggravés par l'anxiété, l'excitation ou l'épuisement, mais ils ont tendance à diminuer lors d'activités calmes et concentrées. Par exemple, un événement stressant ou stimulant tend à amplifier les tics. Pour les critères diagnostiques du syndrome de Gilles de la Tourette, cela se caractérise par la présence de tics moteurs multiples et d'au moins un tic vocal qui peut apparaître à différents moments et qui ne sont pas nécessairement simultanés. La fréquence des tics peut varier, mais ils doivent persister depuis plus d'1 an. De plus, les symptômes apparaissent avant l'âge de 18 ans et ils ne doivent pas être reliés à une substance ou une autre affection médicale. Pour être considéré comme étant un tic, le seul critère qui va s'ajouter à la liste précédente, c'est que les critères du syndrome de Gilles de la Tourette ne doivent jamais avoir été remplis auparavant. Et il est possible de préciser aussi en même temps si les tics sont uniquement moteurs ou vocaux. Maintenant, je vais vous parler des manifestations cliniques. Donc, premièrement, je vais vous parler des tics et après du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, en fait, un tic, la définition, c'est un mouvement ou une vocalisation soudaine, récurrente, non rythmique et stéréotypée qui affecte les comportements quotidiens. Donc, ils sont souvent intermittents et volontaires. Ils peuvent souvent s'arrêter, là, quand c'est un tic léger à modéré, ils peuvent s'arrêter par la volonté de la personne. Ou sinon, il y a plusieurs types de tics, mais je vous ai mis juste les principaux. Donc, il y a les tics moteurs, qui est par exemple de cligner des yeux, et il y a les tics vocaux, qui est par exemple les bruits de bouche. Maintenant, pour la différence entre le tic et le syndrome de Gilles de la Tourette, eh bien, on peut voir là sur ma flèche qu'il y a le tic léger, modéré et sévère. Ben, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est vraiment quand que la personne a des tics sévères. Donc, maintenant qu'on a un peu plus déterminé la différence entre le tic et le syndrome de Gilles de la Tourette, on va vraiment plus pouvoir s'attarder aux manifestations cliniques du tic en tant que tel et du syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, premièrement, là, juste avant de commencer, juste dire que le syndrome de Gilles de la Tourette, souvent, les enfants qui ont ce trouble-là, vont souvent avoir un autre trouble. Donc, c'est vraiment dur de voir les impacts du tic, les manifestations cliniques du tic, les conséquences, en fait, du tic en tant que tel. Donc, voilà. Donc, si on commence, le tic léger à tic modéré, souvent, il y a peu d'impact fonctionnel ou de détresse. Et le tic sévère, vu que le tic sévère qui correspond au syndrome de Gilles de la Tourette, eh bien, souvent, vu qu'il y a des troubles coexistants, eh bien, il y a vraiment plus d'impact là, fonctionnel. Donc, je vais vous montrer dans la prochaine diapo des conséquences là, pour le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, les impacts possibles pour le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est que souvent les enfants vont être stigmatisés. Donc, ils vont être perçus comme des étrangers, ce qui va diminuer leur estime de soi, causer un isolement social et faire avoir aussi des atteintes là, sur les interactions sociales. Ou sinon, toutes les activités, les professions qui nécessitent des habiletés motrices, ils peuvent être affectés par ce syndrome-là. Puis souvent, les enfants qui vont avoir ce trouble vont avoir des crises de rage, puis ils vont vraiment agir sous le coup de l'impulsivité, ce qui va amener souvent des regrets d'avoir posé un geste. Puis, ou sinon, il y a une détresse psychologique. Puis, parce qu'en fait, le syndrome du Gilles de la Tourette va souvent, va souvent partir là, à l'âge adulte. Il y a juste 20% des enfants qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette qui va
persister, qui va continuer à l'avoir à l'âge adulte. Puis pour les personnes d'âge adulte, va vraiment avoir des comportements violents, de mutilation aussi. Ou sinon, il y a des impacts plus rares, donc c'est plus quand c'est très grave, donc il y a l'incapacité à travailler ou aller à l'école, et il y a aussi des blessures physiques, là, par exemple. Là. Pour ce qui est de la démarche diagnostique du syndrome de Gilles de la Tourette, il y a plusieurs comorbidités qui sont fréquentes. Alors tout d'abord, on a le TOC qui est présent dans environ 50% des cas. La tension interne qui va être là avant le geste va aider à distinguer un tic complexe d'une compulsion. Ensuite, jusqu'à 60% des enfants avec le syndrome de Gilles de la Tourette vont avoir un TDAH. Donc, les symptômes vont généralement apparaître 2 ans avant les tics. Il y a aussi certains enfants TDAH non traités qui vont développer des tics transitoires et certains traitements psychostimulants peuvent aussi accentuer les tics. Une suspension temporaire de la médication peut aider à clarifier le diagnostic dans ce cas-là. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent perturber l'attention ou stimuler des tics, comme des infections ou certaines intoxications, donc c'est aussi important de faire les examens médicaux nécessaires. Il n'y a aucun test unique qui permet de diagnostiquer le syndrome de Gilles de la Tourette, mais il va y avoir des outils qui existent pour les comorbidités. Donc, tout d'abord, il va y avoir l'échelle de Yale-Brown pour les TOC, l'échelle de SNAP-4 pour le TDAH, et il va y avoir aussi des bilans sanguins avec des mesures d'anticorps qui vont être possibles de faire pour le pendant. Maintenant, pour l'approche thérapeutique. D'abord, c'est toujours important d'expliquer les connaissances actuelles concernant le SGT aux clients puis à la famille pour leur permettre de mieux comprendre les stratégies thérapeutiques qui seront suggérées. Ils disent la médication pour traiter les tics qui se montrent bénéfiques, mais ça peut venir avec des effets indésirables, donc c'est pas toujours avantageux. Les traitements psychologiques, par contre, sont beaucoup utilisés avec cette clientèle. Entre autres, la thérapie de réversion des habitudes donne des résultats probants à court et à moyen terme. Ça consiste à augmenter la conscience des tics pour ajouter un nouveau comportement pour remplacer le tic. C'est donc une réponse concurrente pour empêcher l'expression des tics. Selon Manglani et Cavana, leurs recherches ont rapporté qu'il y avait des diminutions significatives dans la sévérité des tics chez les enfants, adolescents et adultes en utilisant cette thérapie. L'étude confirme l'efficacité de cette thérapie comme une intervention comportementale de choix. Aussi, puisque certaines habiletés motrices peuvent être affectées par les tics, l'ergothérapeute peut mettre en place des interventions qui vont favoriser le développement de ces habiletés-là. Ça peut inclure la pratique motrice, la gestion d'anxiété et des stratégies contextuelles pour diminuer les tics. Le but de la vidéo était de mieux comprendre le trouble développemental de la coordination, le tic et le syndrome Gilles de la Tourette. Pour le TDC, c'est un trouble développemental qui est présent chez les enfants et plus fréquemment chez les garçons. Il est caractérisé par des retards d'acquisition d'apprentissage moteur. Le but des approches thérapeutiques est essentiellement d'améliorer la perception de soi en mouvement pour être en mesure d'effectuer les occupations. Les interventions menées en ergothérapie et en physiothérapie, comme l'entraînement moteur, sont plus efficaces quand elles sont orientées vers les tâches de la vie quotidienne. Pour le syndrome de la Tourette, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par la présence de tics. Il est plus fréquent chez les enfants et les garçons sont plus touchés. Plus le tic est sévère et plus il coexiste avec un autre trouble, plus les manifestations seront grandes, comme l'isolement social et la diminution de l'estime de soi. L'approche thérapeutique à privilégier serait la thérapie de réversion des habitudes. Il faut retenir que le TDC, c'est la difficulté à effectuer le mouvement souhaité et que le syndrome Gilles de la Tourette, c'est la difficulté à inhiber les mouvements involontaires, les tics. C'est ce qui conclut notre vidéo. Au besoin, vous pouvez trouver plus d'informations parmi les références suivantes.